Qu'avez-vous pensé de la vente aux enchères des objets de Charles de Gaulle? Ah. J'y suis allé. Je suis allé, c'était à Arcurial, c'est un hôtel, un hôtel particulier, un gros hôtel particulier du XVIIIe siècle, ou XIXe siècle plutôt, qui se trouve au rond-point des Champs-Élysées. Donc il y avait plusieurs jours à l'avance, il y avait l'exposition d'un certain, pas de tout, mais d'un certain nombre d'objets. Il y avait notamment l'exposition du brouillon de l'appel du 18 juin 1940, mais qui n'était pas à vendre, celui-là, qui a été exposé. Donc je ferai une petite vidéo là-dessus sur François Asselineau TV, parce que j'ai fait quelques photos, c'était pas mal. Et en revanche, il y avait 372 objets qui ont été vendus de Charles de Gaulle. Voilà. Alors pour tout vous dire, je suis allé aussi le jour de la vente, parce qu'il y avait quelques objets que j'aurais rêvé pouvoir acheter. Voilà. Notamment, il y avait 2-3 lettres assez extraordinaires, mais j'y reviendrai dans une vidéo à part. Des lettres tout à fait extraordinaires de Gaulle, des lettres historiques, voilà, qui étaient estimées. Il y en avait, c'était 3-4 000 euros. Donc, je m'étais dit, 3-4 000 euros, je peux casser ma tirelire. Le problème, c'est que c'est pas vendu 3-4 000 euros. C'est parti à 20 000, 25 000 euros. Enfin, c'était des prix tout à fait en dehors de mes moyens personnels. Donc, en fait, j'ai rien acheté. J'ai rien pu acheter. Bon, je suis un petit peu triste. Mais ce qui me rend, il y a une chose qui me rend triste et une autre chose qui me rend quand même moins triste. Ce qui me rend triste, c'est l'existence même de cette vente. J'ai vu d'ailleurs, il y avait des gens sur Internet qui s'indignaient. Mais enfin, que fait Madame Rachida Dati? Mais Madame Rachida Dati, c'était pas elle qui vendait, c'était pas l'État qui vendait. Ceux qui vendaient, c'était les héritiers. Voilà, c'était les héritiers de l'amiral de Gaulle, c'est-à-dire Charles de Gaulle avait eu donc 3 enfants, et donc dont un fils, Philippe de Gaulle. Une fille, Anne de Gaulle, qui est morte à la fin des années 40. Qui est décédée, elle était handicapée, elle était trisomique, et donc ça a beaucoup affecté d'ailleurs Charles de Gaulle et sa femme. Ils ont créé une fondation d'ailleurs, Anne de Gaulle, dont la gestion a été confiée au jeune Georges Pompidou. Mais donc là, Charles de Gaulle avait un fils, Philippe de Gaulle, qui a été amiral et qui lui-même avait eu quatre fils. Et l'amiral de Gaulle est mort à 100 ans passés, je crois qu'il est mort à 102 ans, quelque chose comme ça, au début de cette année, au mois de mars. Voilà. Et donc ce sont les héritiers qui ont décidé de vendre. Voilà. Personnellement, alors je peux comprendre qu'il y avait peut-être des problèmes successoraux, des problèmes de succession à régler. Enfin, ça se gère avec les services de l'État quand même. Il y a un système qui a été mis au point depuis des décennies qui s'appelle le système des dations. C'est-à-dire, si vous héritez vous êtes milliardaire et puis que parmi ce dont vous héritez, il y a par exemple un tableau de maître extraordinaire qui a été peint, je ne sais pas, par Georges de la Tour, Nicolas Poussin ou je ne sais pas quoi, qui vaut à lui seul plusieurs dizaines de millions d'euros sur le marché international de l'art. Eh bien, il y a une solution transactionnelle qui se passe avec, par exemple, le ministère de la Culture, mais ça peut être avec un autre ministère. Et puis voilà, on réduit les frais de succession en échange de quoi il y a un don d'une valeur un peu comparable d'un des objets de la succession. Donc il pouvait y avoir ça. Il peut y avoir, moi je connais des personnes dans mon entourage, la fille d'un poète très célèbre qui est décédé il n'y a pas très longtemps. Il y a des dons, on peut faire des dons à la Bibliothèque nationale de documents très précieux pour les chercheurs, pour le bien commun. Et éventuellement, on peut avoir une solution transactionnelle avec la Bibliothèque nationale qui peut donner un montant pour acheter l'ensemble des œuvres. Mais là, ce n'est pas le parti qui a été pris par les héritiers qui ont décidé de vendre objet par objet 372 objets. Voilà. Pour en fait maximiser le profit. C'est exactement ça. Le fait, c'était de dégager le maximum d'argent. Voilà. C'est ça la réalité. Et donc... j'ai trouvé qu'il y avait des choses qui étaient un peu tristes. Voilà. Il y avait par exemple un petit soldat de plomb qui avait appartenu au jeune Charles de Gaulle quand il avait peut-être 10 ans ou 12 ans, qui était en vente. Bon. Je trouve que c'était un peu moche, quoi. Il y avait aussi des lettres de Charles de Gaulle à sa femme en juin 40, des lettres un peu intimes, d'un intérêt historique absolument exceptionnel.
Mais les mettre en vente, c'était risqué éventuellement que ça soit acheté par un Américain, un Hongkongais, un Chinois à des prix énormes. C'est d'ailleurs pour ça que les prix ont été si énormes. C'est que le monde entier, il y avait plus de 6000 personnes qui étaient inscrites en ligne. Et là où moi j'étais allé sur place, il y avait plus de 350 personnes qui étaient sur place, avec des représentants de grandes fortunes. Donc voilà, c'est... Alors que De Gaulle reste quand même dans l'imaginaire national, dans l'imaginaire collectif, comme quelqu'un qui était désintéressé. C'est un homme extrêmement désintéressé. Je trouve que ça n'est pas bien d'avoir fait ça, d'avoir fait cette vente pour maximiser le profit. Il y a eu d'ailleurs des prix énormes. Le plus extraordinaire, c'était sa montre, une montre Lip électronique qui lui avait été offerte par Fred Lip, donc le fondateur de la marque Lip. En 1959 ou 60, c'était la toute première montre électronique. C'était une invention française. Donc c'était vraiment Et Charles de Gaulle était très attentif aux innovations, surtout, bien sûr, si ça pouvait témoigner du prestige de la France, du génie de ses créateurs. C'est pour ça qu'il avait poussé à ce point la Caravelle. C'est pour ça qu'il avait poussé aussi le projet Concorde. C'est pour ça aussi qu'il avait poussé l'énergie électronucléaire. Et c'est pour ça donc qu'il avait proposé. Et il avait reçu avec beaucoup de plaisir cette montre de Fred Lip qu'il avait portée. Donc c'est une montre. Pour la petite histoire, j'ai acheté le catalogue qui est assez extraordinaire. C'est une montre qui était estimée par les commissaires-priseurs 6 à 10 000 euros et qui a été vendue, lorsque le marteau est tombé, a été vendue 410 000 euros. Comme il y a 25% de frais supplémentaires, ça fait 512 000 euros pour une montre électronique. Voilà. Ça prouve que derrière, il y avait des très grands capitaux qui étaient derrière. Voilà. Il y a eu un des trois... De Gaulle avait fait 3 testaments, dont l'un avait été remis à Georges Pompidou. Un autre avait été remis à l'amiral de Gaulle. Donc c'était... Et puis le troisième, je ne sais plus à quelle personne de sa famille. Et c'était le 3e testament qui était en vente. Je trouve quand même que ça témoigne de... Alors il est parti à 90 000 euros, c'est-à-dire ça doit être 120 000 euros avec les frais. 120 000 euros pour un truc de 3 pages, voilà. Donc il y avait une espèce de fétichisation de toute cette histoire. Ça a rapporté au total une vente qui a rapporté, je crois, si mes informations sont exactes, 5 300 000 euros pour les héritiers. Héritiers, il y en avait un qui était dans la salle, et au premier rang, s'il vous plaît, c'était Pierre de Gaulle, qui était venu et qui était la personne qui avait organisé ça. Voilà. Bon, chacun face à l'histoire. Mais il y a une bonne nouvelle quand même dans tout ça, c'est qu'on est en France, et en France, on a quand même une loi. Heureusement qu'il y a l'État, qu'il y a des lois. C'est la loi de la préemption. La préemption, c'est que lorsqu'il y a une vente aux enchères qui se déroule de cette façon, il peut y avoir des représentants de l'État ou des collectivités locales qui sont présents dans la salle. Et au moment où le marteau du commissaire-priseur tombe, qu'il dit adjugé, par exemple, pour tel prix, à ce moment-là, immédiatement, c'est prévu par la loi, il y a un représentant qui doit se lever dans la salle et qui dit préemption de... Voilà. C'est arrivé, dans cette vente où il y avait 372 objets, je crois que c'est arrivé 158 fois. Il y avait, je l'ai vu de mes yeux vus, je faisais... comme des gens m'avaient reconnu dans l'assistance du commissaire-priseur, on avait bien voulu me mettre un peu en avant, même si j'ai rien pu acheter, mais au moins le cœur y était. Et il y a eu donc premièrement des préemptions du Conseil général, enfin Conseil départemental du département du Nord, qui a préempté toute une série d'objets de la prime enfance de Charles de Gaulle. Des poèmes qu'il avait écrits sous un pseudonyme de Charles de Lugal, etc., des dessins. Et je pense que ceci va terminer dans le musée de la maison natale de De Gaulle, dont vous savez qu'elle est située à Lille, puisque De Gaulle était né à Lille, sa maison natale est devenue un musée. Donc je crois que c'est un musée départemental, donc le Conseil général du Nord a fait des préemptions. C'est-à-dire il y avait un représentant qui a levé la main, qui a dit sous réserve de préemption du Conseil général du Nord. Donc ça a été pris en compte par le commissaire-priseur. Préemption, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que dans les 15 jours qui viennent, le Conseil général, là en l'espèce, le Conseil général du Nord, confirme sa volonté et verse le même montant que la dernière enchère. Voilà. C'est-à-dire que ça prive le dernier enchérisseur de son acquisition
Évidemment, il ne paye rien, et c'est l'État ou la collectivité locale qui se substitue à lui. Mais tout ça, évidemment, c'est aux frais des contribuables, bien sûr. Donc il y a eu ça. Il y a eu deux enchères qui ont été préemptées par le ministère des Affaires étrangères, qui concernaient des lettres que De Gaulle avait écrites au Liban, de son installation au Liban dans les années 30. Il y a eu de nombreuses enchères qui ont été préemptées par les archives nationales, mais là, il y en a eu beaucoup, il y en a eu plusieurs dizaines d'enchères. Donc c'était des lettres très intéressantes, très importantes. Une autre institution, c'est la Bibliothèque nationale de France, la BNF, qui a également fait des préhensions sur en fait, les sujets les plus... Moi, je rêvais, il y avait 2-3 lettres, honnêtement, que j'aurais rêvé d'avoir parce qu'elles étaient, mais j'y reviendrai dans une vidéo à part. Leur contenu était absolument extraordinaire. Et sur la pensée de Gaulle pendant la guerre, après-guerre, etc., c'était vraiment très très important. Elles ont été préemptées par les archives nationales ou par la BNF. Donc j'aurais pas pu les acheter. Mais je m'en réjouis en fait. Je m'en réjouis parce que c'est important que ça reste dans le patrimoine national. Il y a également quelques enchères qui ont été préemptées par le ministère des Armées. Et il y a aussi des enchères qui ont été préemptées par le musée de la Légion d'honneur, parce qu'il y avait notamment un objet qui était un des premiers objets qui avait été fabriqué par la maison Cartier à Londres au temps de la France libre, avec la croix de Compagnon de la Libération. C'était un objet en argent, c'était vraiment magnifique. C'est parti à 45 000 €, je crois. Mais je pense qu'il y avait le représentant de la maison Cartier à Paris qui devait vouloir l'acheter pour la maison Cartier à Paris, mais il y a eu la préemption qui a été faite par le musée de la Légion d'honneur. Voilà, donc c'est tout ça pour dire qu'au global, on est passé quand même, le désastre a été évité. C'est-à-dire que les ventes, ce qui a été dispersé, comme on dit, aux quatre coins du monde, ce sont des objets que personnellement j'aurais préféré voir garder dans le patrimoine national, mais pour l'essentiel, pas pour tout, mais pour l'essentiel, ce sont les objets qui ont été conservés, sont les objets le plus intéressants du point de vue historique. Voilà. Voilà ce que je m'inspire cette vente aux enchères.